Alors, d'abord, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre et des gens d'une très belle qualité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On s'excuse pour les problèmes de stationnement qu'on ne gère pas, mais qui vous ont donné à d'aucuns certains problèmes. On va y penser pour la prochaine fois. Mon nom est Daniel Guy, je fais partie du collectif qui vous sera présenté par ailleurs dans quelques instants. Cette première rencontre-là, cette première causerie-là, se veut la première d'une série que vous allez déterminer plus tard. Ce soir, on donne le coup d'envoi. On se pose la question à laquelle il semblerait qu'il y a un intérêt de réponse, en voyant le nombre de personnes qui sont là. Et on a envie de cheminer sur ces questions-là et sur ces actions-là qui consistent bien souvent, quand on est à la retraite, à se trouver une communauté d'appartenance, à se trouver une communauté d'entraide, à se trouver un groupe de gens avec lesquels on veut peut-être faire des choses, donner une espèce de sens à certaines heures de la semaine où on n'aurait rien fait de plus important. On a réfléchi à tout ça. On a préparé des thèmes qui vous ont été remis à titre indicatif seulement, à ne pas lire pendant les conférences. On va avoir terminé pour le débat présidentiel. C'est pour ça que je commence tout de suite. Je veux souligner la part de la Caisse populaire des Jardins qui nous a permis le coup d'envoi pour les grignotines, le vin, des choses comme ça. Ils ont été bien gentils, étant donné notre âge et notre visibilité externe internationale. Donc, ils ont pris une chance avec nous et je pense que cette chance-là donne des fruits. Donc, le collectif, c'est une idée qui n'est pas la mienne. C'est une idée qui a mijoté dans la tête d'un monsieur qui est ici ce soir, Alain April, et qui va nous présenter sa version originale qu'il nous a présentée les uns après les autres pour qu'on devienne, qu'on le veuille ou pas, malgré nous ou avec notre consentement, un membre du collectif. Ça a été une expérience très enrichissante qui donne ce premier coup d'envoi ce soir. Alors, je vais laisser la parole à Alain April pour nous présenter en gros ce que c'est que le collectif et les gens qui en font partie. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence à notre première causerie. Vous me direz si vous m'entendez comme il faut, si ça va. Oui. Notre première causerie qui est Maintenant que vais-je faire? C'est tiré d'une chanson que tout le monde connaît, mais on veut la matérialiser un petit peu plus. Je m'appelle Alain April, comme Daniel a dit, et je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 29 ans aux centrales nucléaires de Gentilly 1 et Gentilly 2 d'Hydro-Québec jusqu'à ma retraite en 2005. Je suis comme revenu en mode par les temps qui courent. Je suis membre de l'UTAC, l'Université du Troisième Âge de Québec, et trésorier de l'Association des étudiants de l'Université du Troisième Âge. Comme beaucoup d'entre vous, je suis en constante recherche d'un sens à la vie et à la retraite en espérant atteindre le bonheur en réalisant un projet utile. Après avoir suivi plusieurs cours offerts par l'UTAC, je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'étudiantes et d'étudiants possèdent une formation académique universitaire, ont acquis une grande variété de connaissances et vécu de multiples expériences de travail, leur donnant un large éventail de compétences. Suite à ça, moi je vous dis que je crois à la réutilisation et la revalorisation de ces compétences disponibles pour l'observation, l'apprentissage, la réflexion et l'action
sur des sujets qualifiés de défis et d'enjeux pour notre société, toutes générations confondues. Selon moi, mon humble moi, cette approche se veut gagnante par la valorisation des personnes qui s'impliquent davantage et gagnante pour notre société qui profite au maximum de toutes ses ressources. Je fais l'historique. Il y a plusieurs mois que je travaille à la concrétisation de mon projet EMRA. Au tout début, c'est EMRA qui était le projet, E-M-M-R-A-S. Chaque lettre voulant dire équipe multidisciplinaire, multigénérationnelle de réflexion et d'action sociétale. Ce projet vise à constituer une banque de CV à partir de personnes de 55 ans et plus et de jeunes étudiants qui fréquentent l'Université Laval pour former des EMRA, ce que je viens de vous dire, des équipes multidisciplinaires, multigénérationnelles de réflexion et d'action sociétale, qui réaliseraient un mandat provenant d'une banque de projets. Idéalement, ce mandat choisi par une EMRA, cette équipe, se déroulerait sur une période de 4 mois, correspondant à une session régulière, mais d'autres formules pourraient être envisagées également. Afin de réaliser ce projet, j'ai formé un groupe initiateur. Le collectif implique Action 55+, qui se réunit hebdomadairement depuis le 1er mars 2012. Donc, on commence à avoir songé à bien des choses. Composé des membres que je vais vous présenter ici, il y a Daniel, notre animateur, qui a introduit ce concept-là, Jean Laliberté, Anne-Sylvie Cloutier, Gilbert Tessier, voilà, Diane Duquet, et notre dernier venu dans le groupe, qui est Gérard Bureau, c'est notre dynamique octogénaire. Il est en déplacement présentement à New York. C'est le papa, le grand-papa qui répond présent quand il y a quelqu'un de sa famille qui a des besoins. Les membres de ce collectif-là ont convenu d'explorer mon idée d'EMRA au cours de nombreuses séances de remue-ménage, comme je vous disais tout à l'heure. Cette première démarche, nous avons lancé un sondage auprès des membres de l'AEUDAC, l'Association des étudiants de l'Université du 3e âge, qui a généré des réponses très intéressantes et qui nous a stimulés à tenir une activité de consultation directe auprès de personnes retraitées. La formule que nous exploitons ce soir a pour but de vérifier l'intérêt des retraités ou d'un certain nombre d'entre eux à valoriser et à réinvestir dans la réflexion, le savoir et l'action citoyenne, les connaissances et l'expérience des aînés qui souhaitent demeurer socialement actifs. Gros contrôle. Un vaste projet, nous en convenons, mais qu'il nous tarde de démarrer avec votre collaboration. Ça pourrait se traduire de multiples façons, y compris par la création d'une première EMRA, si votre enthousiasme égale le mien. En terminant, j'aimerais vous citer une définition de bonheur proposée par Rose-Marie Charret, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Je vais vous faire la citation de comment elle définit le bonheur, puis après, je vais vous faire une confidence. On y va avec la définition du bonheur par Rose-Marie Charret. Le bonheur, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble. C'est d'avoir réalisé ou être en train de réaliser dans sa vie extérieure des projets, des aspirations qui rejoignent la personne que l'on est, ce à quoi l'on croit, ses valeurs, quoi. Et moins il y a de distance entre ce que l'on ressent intérieurement et ce qui se passe dans notre vie extérieure, plus on est heureux. C'est la définition de cette madame-là. Maintenant, la confidence. Je peux vous dire que ce soir, en tant qu'ingénieur, je ne suis pas dans ma zone de confort, mais pas du tout.
Ce genre de conversation-là, de thème, c'est loin de mes 30 ans de carrière, avec des formules, puis... mais ce projet-là, j'y crois tellement que ça me donne l'énergie pour faire des actions que je pensais jamais être capable de faire. Fait que ça m'en a pris de l'énergie pour venir ici, mais je pense que le projet a généré ce qu'il fallait. Alors, si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, puis que vous êtes convaincu que c'est une bonne idée, j'ai juste un mot à vous dire, foncez. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci Alain. Alors maintenant, je vais me faire aider, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Je vais donc inviter nos deux invités de ce soir à prendre place pendant que je les présente. Il s'agit de Madeleine Gauthier et de Claude Lainesse. Madeleine Gauthier, si je lui avais demandé son curriculum vitae, on n'aurait pas eu le temps de voir le débat des chefs ou le débat des présidents ce soir. Ça n'aurait pas possible. Donc, on ne pouvait pas faire une présentation universitaire. C'est une universitaire. C'est une scientifique de très haut niveau qui a passé une bonne partie de sa vie de scientifique à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, qui fait partie du réseau des universités du Québec. Et elle est très, très bien reconnue dans le monde scientifique quand vient le temps de parler de génération, de problèmes générationnels, de réalisation générationnelle, des choses comme ça. On voulait avoir ce soir un volet scientifique et c'est Madeleine qui va l'assumer. Claude Lainesse est à la retraite depuis 19 ans. La première chose qu'on s'est dite, c'était peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est la retraite. Mais après, on a vérifié, il est premier vice-président de l'AQRP, l'Association québécoise des retraités du public et des secteurs publics et parapublics du Québec. C'est donc un expert en retraite qui va nous parler de la retraite que finalement il n'a jamais prise. Et il va nous donner son regard là-dessus. C'est que finalement, c'est le genre de bonhomme qui est arrivé à la retraite et qui a dit oui, probablement, par bonté de cœur, à des gens qui ont dit « nous aiderais-tu à faire ceci? » ou « nous aiderais-tu à faire cela? » Il a entré les doigts dans le tordeur et ça l'amène ce soir ici. Et il va nous faire un historique de son cheminement en deuxième conférence. Donc, sans plus tarder, Madeleine, à vous la parole. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Non? Là? Plus près. Comme ça? Oui. Pas mieux? Oui. OK. Bon. Alors, merci de m'avoir invité, de m'avoir donné un défi, parce qu'on peut bien parler de génération. J'ai passé la grande partie de ma vie à travailler à faire de la recherche sur les transitions au moment du passage de la jeunesse, au moment du passage à la vie adulte. Alors là, on me demande de parler du passage à la retraite, à une autre partie de la vie. Alors j'ai moins réfléchi, moins longtemps, 35 ans à réfléchir sur d'autres thèmes, mais je vais essayer de vous présenter l'espèce de synthèse que j'ai essayé de faire sur ce que ça peut représenter pour moi, c'est-à-dire pas pour moi personnellement, mais disons socialement, ce que ça peut être la retraite dans notre milieu à nous. Alors on m'a demandé de faire un regard sociologique sur la retraite.
Bon, là, je vais être obligée de me tourner de temps en temps. J'ai fait un plan, c'est ce que je voudrais que vous reteniez de tout ce que je vais vous dire, c'est que la retraite, c'est un phénomène relativement nouveau. C'est aussi une construction sociale. C'est à faire dans le contexte d'une société donnée. Il y a des modèles de retraite, des modèles qui s'imposent, d'autres qui sont remis en question. J'imagine que cette partie-là va probablement être celle qui va peut-être vous intéresser le plus. Et à la fin, finalement, quelques pistes de réflexion. Bon, c'est correct, oui? Alors, la retraite, je m'excuse d'avoir préparé un diaporama. C'est que je suis un professeur habitué d'avoir 3 heures devant moi. Et là, on m'a dit 15 minutes. Alors, je dis, je vais mettre les mots principaux, puis quand on me fera signe, il me reste 5 minutes, je passerai les diapos, puis j'arrêterai de parler. Alors, la retraite, c'est un phénomène relativement nouveau dans ses caractéristiques actuelles. L'origine du mot retraite, se retirer de quelque chose, ça daterait du 18e siècle. Alors, dans une société, un mot qui date du 18e siècle, c'est un mot assez nouveau. Alors, vécu différemment selon les milieux. On n'a qu'à se rappeler des histoires de nos grands-parents qui pouvaient être, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. En milieu rural, il n'y en avait pratiquement pas de retraite. Les vieux restaient avec l'aîné de la famille à qui on avait donné la terre et étaient utiles quasi jusqu'à la fin de leur jour, ne serait-ce que pour bercer les bébés, etc. C'est en milieu urbain, dans le fond, que la question de la retraite s'est d'abord posée parce que il y avait plus ces liens familiaux qui pouvaient faire qu'on garde les aînés avec soi. Et la question de la retraite a vraiment pris forme au moment où les gouvernements elles se sont institutionnalisées, si on peut dire, au moment où les gouvernements ont commencé à penser à aider les personnes seules, les personnes âgées seules, les pensions pour les personnes nécessiteuses, ça date de 1921, c'est quand même pas si loin derrière. Et la pension de retraite de la sécurité de la vieillesse date de 1936. Alors, c'est pas si loin non plus. Monsieur Lennes, est-ce que 1936, est-ce que c'est bien loin? Non, c'est pas loin, hein? Bon. Alors, au fondement de la retraite, il y a cette notion de sécurité de la vieillesse, dont un lien étroit avec la sécurité du revenu, le confort matériel, la sécurité sociale. Il y a eu, je vous incite à lire sur le site de la RFQ l'histoire du marché de la retraite au Québec sur le web, là, des années 1950 à aujourd'hui. Ça permet de voir tout ce qui a évolué, entre autres la question de l'âge de la retraite, de l'âge obligatoire de retraite, de la fin de l'âge obligatoire de retraite. C'est vraiment une notion qui est constamment en redéfinition. J'ai un petit graphique pour montrer comment l'âge moyen de la retraite a pu évoluer là, depuis 1992. En 2011, l'âge moyen où les gens prennent leur retraite, c'est à 60,9 ans, mais on voit en 1997, là, au moment où il y a eu les restrictions budgétaires, qu'il y a
Il y a beaucoup de monde qui ont pris leur retraite là, dans la cinquantaine, ce qui donne une moyenne de 50 quelques années. Alors, la retraite, c'est, comme je le disais par rapport au plan, c'est une construction sociale. On est dans un contexte démographique qui favorise une définition probablement nouvelle de la retraite. La durée de la retraite, par exemple, aujourd'hui, peut être entre... il y a eu des études de Statistique Canada qui montrent que la retraite dure entre 10 et 20 ans de plus pour les hommes nés entre 1920 et 1940 que ça ne pouvait être le cas antérieurement. C'est la longueur d'une génération, puis on verra par l'espérance de vie que pour les femmes, ça peut être 25 ans, 30 ans, la retraite. Alors, il y a aussi un autre phénomène dont il faut tenir compte, c'est la diminution du poids démographique des jeunes, la baisse du nombre de travailleurs disponibles. Bon, Pierre Fortin dit, lui, que ce n'est pas parce qu'il y a baisse de travailleurs disponibles qu'il n'y a pas, pour lui, il y a aussi une baisse du nombre de travailleurs demandés. Alors pour lui, ça n'apparaît pas comme étant un problème, mais je ne pense pas que tous les économistes en ce moment voient ça de cet œil-là, de cette façon-là. Là, j'ai mis une référence et, pour ceux qui voudraient réfléchir un petit peu à cette question-là. J'ai écrit un article, un chapitre enjeux démographiques contemporains dans un volume de l'ENAC sur les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux contemporains, si jamais c'est des questions que vous êtes intéressés à discuter. Autre phénomène démographique, c'est l'espérance de vie à la naissance. Dont les différences hommes et femmes, vous allez le voir par les graphiques que je vais présenter. Le premier, c'est selon les différences, selon le niveau de défavorisation matérielle et sociale. Alors là, je vous expliquerai tout ça parce que matériel, c'est les moyens financiers, si on veut, et social, c'est tout le milieu de l'environnement. Alors, quand on regarde pour les hommes, là, c'est celui sur les femmes. Alors, l'espérance de vie est dans le quintile 5, là, pour ceux qui sont les plus favorisés. Le quintile 1, c'est-à-dire 83 ans et 9 dixièmes, et le quintile 5, 78 ans. Alors, vous voyez que selon le milieu dans lequel on se trouve, où on provient, l'espérance de vie est loin d'être la même. Et pour les hommes, non, parce que j'en ai sauté un. Pour les hommes, là, la différence est encore beaucoup plus grande. 80,5 pour ceux qui sont dans les milieux les plus favorisés et 72,4 pour les milieux défavorisés. Alors, il y a 8 ans de différence selon le milieu dans lequel on est. Le milieu géographique, hommes, selon les régions, quand on regarde capitale nationale, l'âge moyen pour l'espérance de vie à la naissance, 77 ans. Alors, avant, il y a Laval, Chaudière-Appalaches, etc. Vous voyez un peu où on se situe. Pour les femmes, c'est 82,6 ans pour la capitale nationale. La moyenne provinciale, c'est 82 ans. Alors, quand on est dans la capitale nationale, c'est un peu plus que la moyenne nationale.
Donc, la sécurité de la vieillesse a une nouvelle identité, de nouvelles formes d'utilité sociale. On a vu la question démographique avant. Maintenant, la question identitaire. Outre l'état de santé et la situation financière, les principaux déterminants de la qualité de vie au moment de la retraite qui contribuent à la réorientation de soi, c'est probablement d'abord la représentation de la vie active antérieure. Si on a eu un travail qui était une création, un travail qui était une expression de soi, un travail qui était un lieu de sociabilité, quand on demande aux jeunes chômeurs pourquoi tu veux travailler, c'est parce que je veux être avec d'autres. Et je pense que ça dure toute la vie, ça, qu'on veut être avec d'autres. Et quand on arrive à la retraite, il se peut qu'on ne soit plus avec d'autres. L'obligation de gagner sa vie ou de gagner celle d'autres, etc., selon l'image qu'on s'est fait de notre vie active antérieure, ben, ça devient un déterminant qui va nous aider ou nous empêcher de reconstruire notre identité à la retraite. Le milieu d'appartenance et les habitudes de vie en sont aussi d'autres formes de conditionnement au moment de l'entrée à la retraite. Si on s'identifie beaucoup à une profession, à un milieu de vie, selon le degré de scolarité, selon les habitudes de loisirs, le logement, la famille, les amis, la vie en couple, si on vit seul, etc., bien, tout ça entre en ligne de compte lorsqu'il va s'agir d'organiser notre retraite. Bon, alors il y a la question identitaire, mais il y a aussi de nouvelles formes d'utilité sociale parce que quand on était dans la vie productive, bien, on avait au moins conscience d'être utile à quelqu'un, d'être utile à quelque chose. À la retraite, est-ce qu'on est encore utile à la société? Or, c'est selon l'état de santé. Je vais revenir assez souvent sur la question de la santé parce que je pense que c'est, oui, il faut avoir une sécurité financière, mais selon l'état de santé, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ou qui sont déterminantes. Là, selon ce qu'a été la vie active, selon des besoins nouveaux, j'ai mis une flèche, conjoint, parents, enfants, petits-enfants, parce que souvent, au moment de la retraite, on devient la génération sandwich, entre des parents qui commencent, qui vont être, je le montrerai un petit peu plus loin, qui sont rendus au 4e âge, et les enfants qui, eux, sont au début de la formation de leur famille, des petits-enfants. J'ai écrit des petits-enfants, ce qui nous fait oublier tout le reste. Contrairement à ce que certains peuvent penser, on a encore une contribution financière à l'État. J'ai participé à un colloque à un moment donné où on avait l'impression quasi que les gens qui arrivaient à la retraite ne payaient plus d'impôts, ne payaient plus leur permis de conduire, ne payaient plus, etc. Alors, bon, je pense que quand on arrive à la retraite, on continue de payer, à moins d'être vraiment de vivre sur la sécurité de la vieillesse uniquement. On continue de payer des impôts, on continue de payer des taxes, et on a des habitudes de consommation, on continue de faire tourner la roue. Les moments importants de la transition à la retraite, la préparation. Moi, je sais que 15 ans, même avant que je prenne ma retraite, on a commencé dans mon milieu de travail à me proposer des séminaires de préparation à la retraite. Mais
j'étais un peu mauvaise tête, je pense. Finalement, je n'ai jamais suivi de séminaire de préparation à la retraite. L'évaluation des moyens qui sont à notre disposition, entre autres les moyens financiers, c'est sûr. Et j'ai des restructurations de la temporalité, c'est peut-être souvent ce qui est le plus contraignant les premiers temps. Ne pas avoir des journées qui sont et des semaines qui sont fixées, dont l'horaire est fixé, planifié à l'avance. C'est souvent un choc. On ne peut pas être, quand on est en vacances, ça fait du bien de ne pas avoir de structuration, mais quand on sait que c'est pour 30 ans à venir, ça peut être un choc. Et une chose que je constatais quand j'ai pris ma retraite, c'est que le voyage était un peu ce que j'ai appelé un rite de passage. Tout le monde me disait, mais où tu vas aller? Je disais, mais où je vais aller, où je vais aller? Comme si il fallait faire un voyage pour faire vraiment la transition entre le monde du travail et la retraite. Alors, je passe vite pour aller au modèle, vers le 4e âge, les grandes questions qui se posent. C'est le modèle. Les grandes questions qui se posent, en particulier de dépendance, selon les catégories sociales, selon qu'il y a des soutiens dans notre milieu, les politiques, et quand la mort devient réalité, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier à la retraite. Il y a divers modèles présents dans la société actuelle. Ces modèles-là ne sont pas exclusifs. Ils peuvent se combiner, se compléter, etc. Alors, temps de récréation, pour beaucoup qui s'en vont à la retraite, je pense que ça va être justement une vie de voyage, de loisirs, une vie sociale intense, etc. Ça peut être aussi un temps de recréation. On peut avoir rêvé toutes sortes de choses, de faire différentes choses dans notre vie qu'on n'a jamais eu le temps ou l'occasion de réaliser. Alors, la retraite peut être ce temps de recréation. Je vais vous montrer quelques photos. Je vais faire une publicité pour le cinéma Cartier. Il y a un film qui est en ce moment sur une biographie, dans le fond, de José Saramago, l'écrivain, et Pilar, sa conjointe. C'est un petit documentaire extraordinaire. C'est pas petit, ça dure 2 heures, mais ça vaut beaucoup de films que j'ai vus récemment. Où Saramago, c'est dans la soixantaine qu'il a vraiment commencé à être écrivain, sa carrière d'écrivain, et c'est un prix Nobel de littérature. Alors, je trouvais que c'était important de vous dire ça. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire des choses qui nous ont intéressés toute notre vie. C'est le temps du travail choisi aussi, plus souvent à temps partiel, terminer un projet, compléter la pension pour la sociabilité, pour passer le temps, pour éviter de trop long face à face. Le temps de la transmission, puis là j'ai mis une grosse flèche, parce que la transmission, ça se fait dans les 2 sens. Mentorat, histoire de vie, héritage, ouverture à la jeune génération. Et c'est tout ce qu'on peut apprendre quand on continue d'être en contact avec les jeunes. C'est aussi important. Je pourrais à un moment donné, vous parler de tout ce que j'ai entendu autour du mouvement étudiant de l'été, de la part de personnes âgées que je fréquente, de personnes à la retraite. Les cheveux se sont mis à me friser, disons. La compréhension n'était pas à l'ordre du jour.
Alors, le temps de la compassion aussi, les aidants naturels, les bénévolats de toutes sortes, etc. C'est aussi le temps de la réflexion. C'est le temps de la culture. Bon, là, c'est ma petite publicité, là, José Aguilar, et je termine en faisant quelques suggestions, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai mentionnés sur lesquels d'autres peuvent se pencher ou s'intéresser, mais sur la question de la recréation, ça pourrait, je trouve, un groupe comme le vôtre, ça pourrait être intéressant de faire une réflexion. La transmission, c'est ce que je viens de souligner, dont le regard porté sur et vers la jeune génération. Ne jamais oublier que tous ne sont pas égaux devant la retraite. Alors, je vous ai dit que c'était une scientifique, elle nous l'a prouvé. Ce que je n'ai pas mentionné à ce moment-là, c'était que c'était une scientifique très dévouée, qui nous a donné beaucoup ce soir. Parce que, mine de rien, je n'avais jamais vu cette présentation-là comme ça. Il y a beaucoup de travail là-dedans, beaucoup de générosité, beaucoup de disponibilité. Merci. Je vais prendre 5 questions. S'il y en a dans la salle. Si vous n'êtes pas trop ébranlé parce que vous avez. Avant d'enchaîner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui casse la glace? Il y a quelqu'un. Micro. Alors, Madame Gauthier, quand vous parlez des modèles présents dans la société actuelle,